Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode avec moi. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Jean-Pierre Bellon, qui est une personnalité que j'avais envie d'avoir sur le podcast depuis un moment, extrêmement intéressante. On a parlé du sujet du harcèlement scolaire à l'école et plus largement de l'indépendance d'esprit, de la liberté de penser, du fait d'oser avoir ses propres opinions et de ne pas rentrer dans une pensée dominante, ce qui très honnêtement à l'heure actuelle est un vrai sujet selon moi. J'ai donc eu le privilège de pouvoir avoir sur le podcast Jean-Pierre Bellon, que vous ne connaissez peut-être pas. Et pourtant, il a tellement œuvré pour nous, pour la France, pour les jeunes qui sont à l'école, mais aussi pour les parents. Jean-Pierre Bellon est un professeur agrégé de philosophie qui s'est dédié depuis 25 ans à la cause du harcèlement à l'école, parce qu'il avait vu, il nous le dit d'ailleurs au début de l'épisode, des premières prémices. Il avait vu des élèves qui s'étaient fait harceler, qui avaient vécu des intimidations, qui avaient vraiment souffert. Et donc, il a vraiment fait ce sujet un combat personnel pour réussir à faire changer les choses, ou en tout cas à aider les élèves en souffrance. Et donc dans cet épisode, on a commencé par parler justement du harcèlement ou de l'intimidation à l'école, comment le déceler, quels sont les signaux faibles, comment aller contre aussi, comment réagir en tant que parent, qu'est-ce qui fait que certains élèves justement se retrouvent dans ces situations, qu'est-ce qui fait que certains élèves prennent part à ces moments d'intimidation de groupe. Bref, vraiment une sorte de masterclass si vous voulez sur le harcèlement, et je pense que tout parent et toute personne qui a été à l'école, sincèrement, devrait écouter cet épisode que j'estime d'utilité publique. Et puis la deuxième partie de l'épisode que je vous invite vraiment à écouter est passionnante, parce que là on est rentré plus dans le parcours de Jean-Pierre, et puis en fait surtout on est rentré dans ses idées personnelles, dans sa propre liberté de penser, et j'ai trouvé que c'était absolument passionnant parce que justement je le remercie de ne pas avoir sa langue dans sa poche et d'avoir osé nous dire des choses qui parfois vont contre la bien-pensance actuelle. Je vous invite donc véritablement à écouter l'épisode jusqu'au bout, et puis aussi si vous acceptez de nous donner un petit coup de pouce à tous les deux, de le partager, parce qu'en fait le travail de Jean-Pierre, bien évidemment avec le Résis, le centre Résis, mérite d'être diffusé, partagé largement pour des personnes qui pourraient en bénéficier, des personnes qui peut-être ont des enfants en souffrance à l'école, et puis également bien sûr cela m'aidera à diffuser largement le podcast et cette chaîne YouTube. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean-Pierre Bellon. Bonjour Jean-Pierre, enchanté. Bonjour Pauline. Je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Pour tout vous dire, c'est une première. J'ai assez peu de personnes qui traitent du sujet du harcèlement scolaire. J'imagine qu'il n'y a pas non plus foule de spécialistes du sujet, malheureusement. Mais ça m'a semblé un sujet très important parce que je sais que beaucoup de parents qui écoutent ce podcast sont soumis à ce genre de situation. Et donc, j'aimerais commencer par en fait comprendre mieux ce qu'est le harcèlement scolaire. Mais avant toute chose, peut-être comprendre qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à ce sujet? Comment est-ce que vous êtes, entre guillemets, tombé dans la marmite de l'intimidation, du harcèlement scolaire? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été confronté à ce problème? Oh, c'est ancien. C'est même très ancien d'ailleurs, si je remonte plus loin. Bon, la première, l'occurrence la plus immédiate, la plus proche, si on peut dire, c'est il y a environ 25 ans, dans l'établissement où j'étais en tant que professeur de philosophie, on est confronté à un acte de violence assez dur, un élève qui en frappe un autre violemment, et le proviseur de l'époque me laisse la possibilité d'expertiser la situation en interrogeant tous les élèves qui étaient en classe avec ces deux élèves, donc tous les témoins. Et là, je me rends compte que derrière la violence dure, pénalisable, il y en avait une autre à bas bruit, faite de la répétition de toutes petites choses. Et c'était l'année où paraissait en France l'ouvrage d'un Norvégien, d'un Olveus. Et je me suis rendu compte que ce que j'avais découvert, eh bien, c'était aussi ce que les Norvégiens théorisaient depuis les années 1970. Donc j'ai pris connaissance de toute cette littérature et c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser à ces questions-là, alors qu'en France, il faut bien le dire, pas grand monde ne s'en souciait. Et puis si je remonte encore plus loin, lorsque j'étais étudiant, j'étais maître d'internat
Et c'est vraiment une des premières choses qui m'a frappé à l'internat, ces effets de groupe. C'est un collège de garçons, majoritairement des garçons. Ces phénomènes de bizutage, ces phénomènes de tous contre un, les plus nombreux contre le plus faible, les plus âgés contre les plus jeunes. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappé dès que je commençais à rentrer dans l'éducation nationale. Voilà un peu les deux sources, les deux origines. Ce qui signifie qu'a priori, ce sont donc des phénomènes fréquents. Ce sont des phénomènes fréquents et ce sont des phénomènes anciens. Je crois que l'école place les jeunes gens en groupe, nécessairement. À l'école, tout se fait en groupe. Donc, évidemment que tous les effets de meute, tous les effets de masse sont extrêmement présents. Donc, on considère aujourd'hui qu'il y a à peu près un élève sur 10 qui est victime de brimades, mais combien dans le même temps participe à ces brimades? Parce que quand il y a un surnom, c'est tout le monde qui le reprend. Quand il y a une mise à l'écart, c'est tout le monde qui met à l'écart ou qui se moque. Jean-Pierre, si vous le voulez bien, j'aimerais bien commencer par le début sur ce thème, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, certainement tout et son contraire, comme souvent sur les sujets de spécialité, et j'aimerais donc comprendre concrètement quelle est la définition du harcèlement scolaire, parce que j'imagine qu'il y a quand même une nuance entre du harcèlement, une dispute naturelle entre élèves, peut-être un coup de sang qui arrive une fois de temps en temps. Donc si vous pouviez nous guider, pour les personnes aussi qui nous écoutent, et qu'on comprenne vraiment qu'est-ce qui relève du harcèlement. Bon, tous les auteurs s'accordent pour reconnaître que le harcèlement, c'est trois choses. D'abord, c'est la répétition. La répétition de toutes petites choses, un surnom, une moquerie, une mise à l'écart, mais répétée de façon régulière. C'est aussi un effet de groupe. Les Anglais parlent de mobbing, terme qui est quasiment intraduisible en français. Le mob, c'est le groupe coalisé, mobilisé contre une victime, avec des phénomènes d'interaction entre les individus. Ce que fait l'un aura des conséquences sur ce que fera l'autre. Et puis troisième caractéristique, c'est la difficulté, voire l'incapacité de celui qui subit ces brimades de se défendre par lui-même. Précisément parce que c'est un effet de groupe. Dans une dispute, quand c'est un individu contre un autre, bon, on peut peut-être arriver à se défendre, mais contre un groupe, quand vous avez 30, 40, 50 élèves contre vous, bon, j'ai réalisé avec Bertrand Gardette, il y a quelques années, une enquête dans les transports scolaires. On nous a raconté l'histoire d'un garçon qui, à chaque fois qu'il rentre dans le bus, c'est tout le bus qui se met à éclater de rire ou à se moquer. Qu'est-ce que vous voulez faire contre 50 élèves qui se moquent de vous? Alors justement, ça me fait penser aussi à une autre question que j'avais sur ce thème, c'est j'imagine qu'il y a différents types d'intimidation ou d'harcèlement, et d'ailleurs je sais que vous parlez souvent d'intimidation, je serais curieuse de comprendre mieux quelle est la différence et pourquoi vous préférez ce terme d'intimidation à celui de harcèlement scolaire. Donc peut-être première question, et la deuxième, donc les différents types d'intimidation, de harcèlement qui sont possibles. Moi, j'ai préféré utiliser ce terme d'intimidation, qui est celui qu'emploient les Canadiens et les Espagnols, plutôt que celui de harcèlement. Le terme de harcèlement, il est fort, il est dur, et il est emprunté à la violence adulte. Alors que ce qui se passe entre adultes et ce qui se passe entre enfants, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que ce terme de harcèlement, je le trouve un peu trompeur. Y compris pour les professionnels. Il met une intention. Oui, il met une intention. Quand un garçon ou une fille va trouver un professeur en lui disant, il me donne un surnom, ou plus chez les petits, ils veulent pas jouer avec moi. Le professionnel qui aura en tête le terme très fort, très dur de harcèlement, il aura tendance spontanément à répondre au garçon ou à la fille, oh, c'est pas du harcèlement. Et il aura tendance à laisser faire. C'est pour ça que moi je considère qu'il ne faut pas faire une distinction entre des phénomènes durs pour lesquels il faudrait impérativement réagir et les petits qu'on pourrait laisser de côté. Parce qu'on se rend compte que dans toutes les situations qui ont dégénéré, qui ont mal tourné, ça a commencé par des toutes petites choses auxquelles on n'a pas pris garde, qu'on a laissé se développer, et en les laissant se développer, pour le coup elles sont devenues très dures.
Vous auriez un exemple un peu typique, c'est terrible de le dire comme ça, mais de comment, voilà, comment est-ce qu'une situation peut dégénérer, comment est-ce qu'elle commence, et puis ensuite de fil en aiguille avec les années, j'imagine que ça devient quelque chose de vraiment répréhensible et de néfaste, parce que effectivement, je peux pas imaginer qu'on commence tout de suite en fait par quelque chose qui est complètement, qui est un acte de violence. Pas du tout. Ça commence toujours par des toutes petites choses, par ce qu'on appelle des signaux faibles. Et justement, je crois que c'est vraiment dans la nature du harcèlement que ce que fait l'un aura une influence sur ce que fait l'autre. J'ai eu la possibilité, il y a quelques années, je crois que c'était pendant le confinement, j'ai eu la possibilité d'expertiser pour le cabinet d'avocats suisse une situation de cyberharcèlement qui s'était produite dans un établissement. Et comme la jeune fille avait conservé toutes les traces, elle avait gardé enregistré les groupes WhatsApp, j'ai eu tout sous les yeux. Et je me suis rendu compte qu'il y avait véritablement cette mécanique de surenchère. La blague sexiste que lançait l'un autorisait l'autre à aller un petit peu plus loin. Presque etc. comme un jeu qui devient... Voilà. Ils se rendent pas compte en fait aussi de l'impact, j'imagine que ça... Donc il y a toujours cette espèce de montée en puissance, cette espèce de surenchère, ce qui fait que vraiment le conseil qu'il faut donner aux professionnels, mais aussi aux parents, c'est d'être attentif aux petites choses, ne pas laisser s'installer le principe qui consiste à dire c'est qu'un jeu, c'est un jeu d'enfant, ne nous en mêlons pas, c'est vraiment une erreur terrible du point de vue des victimes. Des exemples de petites choses auxquelles on pourrait être attentif, justement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent et qui peuvent peut-être se poser la question, parce que effectivement, on a souvent un enfant qui nous dit ils ont pas été gentils avec moi, il s'est passé quelque chose, ils sont moqués de moi, mais comment faire la part des choses? Par quoi est-ce que ça peut commencer? Ça commence par un surnom. Commence par un surnom. Un surnom, évidemment pas un surnom affectueux, un surnom tout à fait déplaisant, ou c'est les mises à l'écart. C'est les mises à l'écart. Ce qui veut pas dire, moi je pense que pour les parents, un indice qui ne trompe pas, c'est vraiment la perte des amis. C'est-à-dire un enfant qui avait un groupe de relations d'amis et qui tout à coup les perd. Là c'est pas bon signe. Alors est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'amis qu'on est harcelé ou parce qu'on est harcelé qu'on n'a pas d'amis? Les deux doivent interagir, mais assurément ça c'est des indices qui ne trompent pas beaucoup. Et alors, une question que je voulais vous poser, c'est la question de l'intention. Parce que c'est vrai, quand on se dit un enfant, il n'a pas des intentions néfastes, négatives. Enfin, on se dit pas que c'est quelque chose qui est vraiment possible. Et donc, je voulais essayer de creuser avec vous. J'imagine que c'est des sujets auxquels vous avez réfléchi et que vous avez dû analyser. Pourquoi est-ce que les enfants harceleurs ou intimideurs, pourquoi est-ce qu'ils commencent à se lancer et qu'est-ce qui fait que eux-mêmes, à un moment donné, j'imagine prennent du plaisir ou en tout cas se lancent en fait dans cette surenchère? Moi, je poserai pas le problème dans ces termes. Je suis vraiment convaincu que les harceleurs, c'est pas les enfants des autres. S'imaginer que le harceleur serait une sorte de petit pervers là qui prendrait plaisir à persécuter ses camarades, c'est quand même un peu simplifier le problème. Alors bien sûr, au départ, il y a celui qui trouve le surnom déplaisant, il y a celui qui commence à mettre en route tout cela. Mais si personne ne suivait, et s'il n'y avait pas justement cette interaction, s'il n'y avait pas cet effet de groupe, le harcèlement ne ferait pas autant de dégâts. Bien sûr qu'il doit y avoir quelques élèves plus méchants que les autres qui vont trouver le surnom. Mais ce qui fait vraiment la logique du harcèlement, c'est le fait que le surnom il est repris par tout le groupe. Vous savez, il y a un livre qui est absolument remarquable. C'est celui qu'a écrit Noémia Grohan. Cette jeune femme qui décrit, elle a appelé ce livre de la rage dans mon cartable, et elle décrit ce qui lui est arrivé pendant toute sa scolarité de la 6e jusqu'à la 3e. Et elle dit aujourd'hui, si je devais en vouloir à quelqu'un, on veut plus à personne parce qu'elle a dépassé tout cela, mais elle dit si je devais en vouloir à quelqu'un, ce serait à tous ceux qui n'ont rien fait. Qu'ils soient adultes ou enfants. Vous voyez, c'est davantage ceux qui ont laissé faire. Et je crois que vraiment le phénomène du harcèlement, il est là, dans cette façon qu'ont les groupes de laisser faire. Et de laisser faire pour une raison d'ailleurs qui est très simple, parce que les jeunes gens qui participent aux brimades, est-ce qu'ils ne font pas ça aussi pour éviter eux-mêmes de devenir les victimes?
pour ça que l'intervention des adultes est absolument décisive. Alors justement, vous avez écrit un livre en 2024, Renouer avec l'autorité à l'école, 10 mesures immédiates, et de manière générale, on sent bien que l'action et ce que nous, adultes, nous pouvons faire est absolument crucial. Je crois que vous parlez beaucoup du terme, alors je m'y connais pas très bien bien sûr, hein, vous avez compris, même assez mal, mais vous parlez beaucoup du terme de préoccupation partagée. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de se dire justement qu'on allait pas laisser faire, comme vous dites, mais est-ce que vous pourriez rentrer un peu plus dans le détail et nous expliquer, pour les parents qui nous écoutent et pour les adultes qui vivent ça, qu'ils soient parents ou pas à la rigueur, qu'est-ce que la préoccupation partagée et en quoi elle peut nous aider dans ces situations? La méthode de la préoccupation partagée, c'est un dispositif qui est suédois à l'origine. Il a été créé par un chercheur estonien d'origine, suédois d'adoption, Anatole Pikas, qui nous a quittés en 2021, et on l'a adapté avec Marie Cartier au contexte français. La méthode de la préoccupation partagée part d'abord d'un principe, c'est celui qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que le harcèlement, c'est pas un phénomène d'individu, c'est un phénomène de groupe, c'est un phénomène de masse, et que la priorité, c'est vraiment de défaire l'effet de groupe. Si on veut agir efficacement, il faut défaire cet effet de groupe. Donc, la méthode de la préoccupation partagée que nous avons installée et développée dans un très grand nombre d'établissements nécessite d'abord une équipe par établissement, et ça, moi, vraiment, c'est notre combat au Centre Résis, c'est de faire en sorte qu'il y ait dans chaque établissement une équipe spécialement dédiée au traitement des situations de brimade, et ce sont des rencontres individuelles entre un professionnel formé et ceux qui ont participé aux brimades, dans lesquelles on va leur dire, voilà, mais on est inquiet pour ton camarade, il va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? C'est-à-dire qu'on les place en situation de se détacher du groupe et de leur demander de trouver une solution pour que celui ou celle qui est en souffrance aille mieux. Et en parallèle, et ça c'est vraiment quelque chose qu'avec Marie Cartier on a développé davantage par rapport à la méthode d'origine, en parallèle c'est un soutien de la victime qui est écoutée. Elle est crue d'abord, elle est entendue et crue, parce que très souvent des victimes qui se sont plaints, se sont adressées à des professionnels de l'école, on leur a répondu, oh, est-ce que t'en rajoutes pas un peu, est-ce que ça arrive à tout le monde, etc. Est-ce qu'on n'a pas banalisé les choses? Donc vraiment, d'un côté, on rencontre la victime, on la soutient, on la réconforte, on lui apporte le cadre d'une écoute empathique, sécurisante, rassurante, et de l'autre, on intervient auprès de ceux qui ont participé aux brimades avec un mélange de courtoisie, c'est pas du tout blâmant, c'est pas du tout accusateur, mais de fermeté. Il va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Sous-entendu, qu'est-ce que toi tu peux faire? Ouais. Ne pas laisser ce garçon, cette fille dans cette situation. C'est une méthode que j'ai développée avec Marie Cartier dans un grand nombre d'établissements, et que jusqu'à présent les évaluations qui ont pu être faites montrent que dans un peu plus de 8 cas sur 10, on arrive à mettre un terme aux brimades. C'est exceptionnel et merci à vous d'avoir développé ça. Je pense aussi aux parents qui nous écoutent et qui se disent peut-être je sens que mon enfant est dans une situation où il est pas bien quand il va à l'école, donc peut-être qu'il a commencé à détecter les signaux faibles dont on parlait au début, et c'est pas facile quand on est parent, je me mets à leur place, parce qu'en fait on n'est pas sur le terrain, on n'est pas à l'école, donc à part essayer de remonter le moral de son enfant, peut-être en parler à l'école, en parler avec les professeurs, qu'est-ce qu'on peut faire finalement quand on est dans cette situation en tant que parent? Je crois qu'il faut vraiment alerter l'école. Le harcèlement, il est scolaire. C'est pas du harcèlement à l'école. Moi, j'insiste vraiment là-dessus. Le harcèlement, il est scolaire. C'est l'école qui le fabrique, en quelque sorte, parce qu'elle place les jeunes gens en groupe. C'est donc à l'école de le résoudre. C'est pour ça qu'il faut, et dans les formations qu'on dispense, on insiste beaucoup là-dessus, il faut vraiment que les familles trouvent à l'école l'accueil rassurant dont elles ont besoin. Trop souvent, les familles sont un peu écartées du processus. Tout de même, il y a quelques mois, ce fameux courrier de l'Académie de Versailles que le ministre Gabriel Attal avait qualifié de courrier de la honte, il était quand même, ce qu'il disait en clair aux parents, venez pas nous ennuyer avec ça. Circuler, il y a rien à voir. J'ai peur qu'il soit
un peu caractéristique d'un certain état d'esprit chez certains responsables éducatifs. Non, il faut vraiment rompre avec cela. Il faut vraiment que les familles soient accompagnées, elles aussi. Vous savez, pour une famille, pour des parents, le fait que l'enfant soit victime de brimades, c'est un drame. Ils ont d'ailleurs souvent tendance à culpabiliser, à se dire qu'est-ce qu'on a mal fait, etc. Donc vraiment, il faut qu'ils soient rassurés, soutenus, sécurisés au sein de l'école. C'est essentiel. Et que faire quand il n'y a pas malheureusement d'équipe dédiée à ça, quand on est dans un établissement lambda qui malheureusement n'est pas équipé? Hélas, on a quand même réussi. Moi, j'ai lancé en 2019 ce slogan. Quand le Centre Résiste s'est constitué, on a lancé ce slogan. Il faut une équipe par établissement. Ouais. Je ne pensais pas qu'on y arriverait. On est en train de le mettre en place. Alors certes, il y a encore des établissements, des académies dans lesquelles on résiste encore un peu. On se dit, oh, comme on disait jadis, il n'y a pas de ça chez nous. Ça doit exister, oui, dans les grandes villes, dans la région parisienne peut-être, mais nous ici, on est protégés. Non, c'est pas vrai, ça existe partout. Donc j'espère, et j'ai écrit d'ailleurs un courrier en ce sens à Elisabeth Borne, en lui disant que ce projet d'une équipe par établissement, il est possible dans les 3 ans qui viennent. J'espère. C'était, je pense qu'il faut vraiment saluer la mobilisation des équipes. Ils ont fait ça en plus. Sans moyens. Les professionnels se sont lancés dans cette lutte contre le harcèlement et c'est absolument remarquable. Quand on est dans un établissement dans lequel il n'y a pas d'équipe, mais il faut vraiment s'adresser, il y a des référents harcèlement au plan départemental, au plan académique, il faut s'adresser au rectorat, à la direction académique départementale, de façon à faire en sorte que le problème soit traité malgré tout. Pour aller un petit peu plus loin, donc j'ai évoqué tout à l'heure le fait que vous aviez écrit ce livre Renouer avec l'autorité à l'école, 10 mesures immédiates, qui traite d'une manière plus globale de l'autorité à l'école, comme le titre le laisse entendre, et donc pas, entre guillemets, uniquement de harcèlement et d'intimidation. Et peut-être que certains qui nous écoutent se posent la question, à l'heure actuelle, dans le cadre de cette éducation bienveillante qui a beaucoup été mise en avant sur les dernières années, en quoi l'autorité à l'école est-elle importante? Il y a peut-être des personnes qui se disent que l'école n'est pas le lieu de l'autorité, d'une forme d'autorité. Et donc, je serais curieuse déjà de commencer par ce point, et puis ensuite de comprendre, selon vous, si l'autorité s'est délitée avec les années et pourquoi. Pardon. Je pense qu'il y a une liaison directe entre le harcèlement et la crise de l'autorité. Il y a quand même des chiffres terribles qui ont été révélés. Un lycéen sur 2, c'est PISA qui nous l'apprend, n'entend pas se plaint de ne pas entendre ce que dit son professeur parce qu'il y a trop de bruit dans la classe. 40%, et ça c'est une enquête de l'Autonome de Solidarité, 40% des enseignants déclarent avoir été insultés, pas au cours de leur scolarité, dans l'année dernière. Ouais. Donc, il y a un vrai problème. Et dans ces classes dans lesquelles le désordre règne, dans les classes dans lesquelles le professeur est lui-même persécuté, lui-même victime. C'est ça, on n'en parle pas, mais un des harcèlements, c'est peut-être aussi le harcèlement du professeur. Sûr. Mais dans cette classe-là, s'il y a une autre victime, c'est l'élève victime de brimade. Parce que lorsque le professeur ne parvient plus à tenir le cadre, c'est là que l'élève harcelé est le plus en danger. Donc les deux phénomènes se tiennent. Et je crois que le chahut dans les classes, le désordre dans les classes et le harcèlement sont les deux révélateurs de cette crise de l'autorité à l'école. Alors l'autorité, il faut pas le mélanger avec l'autoritarisme. L'autorité, ça n'est rien d'autre que ça peut être très courtois l'autorité. Ça n'a pas besoin d'être odieux, ça n'a pas besoin d'être vexatoire, humiliant, etc. Non, l'autorité simplement c'est pas négociable. Alors ce qui n'est pas négociable, c'est que les élèves puissent étudier en paix. Ce qui n'est pas négociable, c'est qu'un élève soit en sécurité. Ce qui n'est pas négociable, c'est qu'un cours puisse s'organiser et se faire dans la tranquillité. Donc, je pense qu'il faut effectivement
s'efforcer de renouer. Je parle de renouer plutôt que de restaurer, parce que je sais pas si l'autorité a jadis véritablement existé. Je n'en sais rien. Je suis pas nostalgique. Moi, de l'école en blouse grise avec surveillant général et tout ça. Je l'ai connue, cette école. Hein. Elle était aussi violente que. Non, c'est pas du tout mon propos. Je pense effectivement qu'il faut renouer quelque chose qui au fil des années s'est défait, parce que ce qui jadis allait de soi, aujourd'hui est devenu contestable. Non, la sécurité des jeunes dans l'école... Qu'est-ce qui fait, Jean-Pierre, je me permets de vous interrompre, qu'est-ce qui fait selon vous, alors j'imagine qu'il y a énormément de facteurs, donc il n'y a pas une raison bien sûr, mais qu'est-ce qui fait qu'on a eu ce sentiment, on observe d'ailleurs, parce que vous dites c'est chiffré, hein, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'autorité s'est délitée, et pas juste aujourd'hui, j'imagine que ça s'est fait sur des décennies. C'est sans doute une série de petits renoncements, une série d'abandon, une façon de considérer que tout pouvait être négocié, que tout était objet de négociation. Donc oui, je pense que, mais ça s'est fait tellement progressivement, tellement. Et il y a une auteure qui a théorisé tout cela de façon admirable, c'est Hannah Arendt. Et dans les années 1950, Hannah Arendt disait qu'il y avait une erreur fondamentale dans laquelle s'étaient abrités les pédagogues et les parents, souvent, celle qui consistait à considérer qu'il y avait un monde de l'enfant, qu'on allait se laisser se développer seul, sans qu'on intervienne trop là-dedans. Et Hannah Arendt disait, procéder de la sorte, c'est placer les enfants et les adolescents en face de la pire des violences, celle de la violence du groupe. Et on revient à cette même idée. Lorsque l'adulte n'intervient pas, lorsque l'adulte n'est plus là pour dire stop, pour dire non, ça n'est pas négociable, non, ça ne peut pas se faire, alors tout devient possible. Je pense que c'est cette série de petits abandons qui ont fait que l'autorité s'est dénouée au fil des ans. Vous savez, ça m'évoque, moi je suis une littéraire de formation, ce livre merveilleux mais très dur de William Golding, vous savez, Sa Majesté des Mouches. Bien sûr. On voit le phénomène arriver avec le petit Piggy. Et comme vous dites, d'ailleurs, c'est drôle, enfin c'est pas drôle, c'est terrible, ça commence avec ce surnom, on l'appelle entre guillemets le petit cochon. C'est ça. Et ça devient, enfin au point où dans le livre d'ailleurs, sans vouloir révéler l'histoire, il finit par mourir. Donc c'est quand même... quelque chose qui peut aller assez loin. Je crois que la littérature a montré les choses bien avant les sciences sociales. Oui, Sa Majesté des Mouches, mais Les Désarrois des Leftorless de Robert Musil, c'est très ancien, c'est 1906, je crois. La littérature du 19e siècle a montré de façon très claire tous ces phénomènes, bien sûr. Et alors, si on rentre maintenant un peu plus dans l'action, ce que vous proposez donc avec ces 10 mesures immédiates, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de mesures qu'on devrait, selon vous, donc envisager de mettre en place pour, si je comprends bien, d'abord renouer avec l'autorité, qui est le cadre nécessaire pour limiter les intimidations, les harcèlements? J'en citerai quelques-unes. D'abord, je pense qu'il faut installer des règles claires de civilité, de courtoisie. Là encore, on s'est accommodé d'un système dans lequel, l'insulte... J'ai entendu un jour un chercheur, prétendument tel, parler d'insultes socialisantes. Vous vous rendez compte? Ouais. Comme s'il y avait des insultes... Il y avait un bienfait. Voilà. C'est leur façon de se parler. Non. Je suis désolé. À l'école, on ne se comporte pas comme on peut le faire ailleurs, et en particulier sur les réseaux sociaux. Non, je pense qu'il y a vraiment, d'abord, à imposer des règles strictes de civilité et de courtoisie, qui doivent commencer aussi par la façon dont les professeurs s'adressent aux élèves. Bien sûr. Ça c'est un des points. J'avais reçu, pour tout vous dire, sur le podcast, une professeure qui s'appelle Karine Dijoux, qui est aussi très présente sur les réseaux sociaux parce qu'elle essaye de valoriser la langue française et justement de la faire reconnaître, à nouveau mieux connaître par ses followers. Et me disait qu'une des mesures très simples qu'elle a mis en place, c'est tout simplement que les élèves doivent rentrer 2 par 2 dans la classe et dire bonjour, rester debout avant de s'asseoir. Et une fois qu'elle leur a également dit bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Là,
là seulement ils s'asseyent. Et en fait, ces petites choses toutes simples de l'autorité, elle m'expliquait que ça fait une énorme différence et fait que la classe est bien tenue, a des très bons résultats, etc. Et donc en fait, on voit qu'avec des petites actions, on peut arriver à des résultats, même dans le travail des élèves, quoi, finalement. Bien sûr. Ça, c'est une des premières mesures. Et puis, inévitablement, je pense qu'il faut repenser le système des sanctions à l'école. Aujourd'hui, on est dans un désordre absolument total. Qu'est-ce que vous voulez dire ? On ne sait pas de quoi on est passible. C'est un désordre absolu. Donc il faut repenser les choses. Je crois que l'école française punit et sanctionne beaucoup, mais mal. Donc probablement qu'il faut sanctionner moins, punir moins, mais mieux et plus efficacement. Vous auriez des exemples, Jean-Pierre, pour qu'on se projette un petit peu plus, sans citer de nom ou quoi que ce soit, mais juste pour que je comprenne. Dans la dernière année scolaire, ouais. L'année passée, j'ai eu 2 situations dans lesquelles des professeurs ont été insultés, et insultés. C'est pas des insultes socialisantes, comme dit ce monsieur. Donc, été insulté, ça s'est soldé par une lettre d'excuse dans les 2 cas. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, le système des sanctions, il n'a pas été revu depuis 2000. Il a 25 ans. Je pense qu'il faut vraiment dépoussiérer tout cela et arriver à quelque chose d'un peu plus cohérent. Il me semble aussi, pour avoir beaucoup d'amis qui sont enseignants eux-mêmes, que les parents ont un rôle à jouer là-dessus, parce que je vous dis, je suis normalienne et dans une autre vie, je me destinais à l'enseignement. Et beaucoup de mes copains du coup de l'époque qui sont devenus enseignants me disent, en fait, les parents c'est les pires. Les parents sont ceux qui minent l'autorité, parce qu'en fait, sans cesse, quand on veut justement apporter une sanction à un élève, etc. La personne qui essaye de nous bloquer, qui veut protéger son enfant, c'est le parent. Je mets un peu les pieds dans le plat, mais on m'a tellement dit ça, évidemment je me place du côté des professeurs, mais on m'a tellement dit ça que je pense qu'il y a quand même un rôle à jouer des parents dans le fait que l'autorité de l'école, elle doit être soutenue par les parents. Est-ce que vous pourriez m'en parler ? Est-ce que je me trompe complètement ? Est-ce qu'au contraire vous pensez qu'il y a un vrai sujet aussi sur le rôle des parents dans le maintien de l'autorité à l'école ? Là encore, il y a beaucoup de choses à revoir, à repenser. D'abord, je pense que les parents, ils sont pas très bien accueillis à l'école. On en parlait tout à l'heure à propos des parents d'enfants victimes de harcèlement, mais c'est pareil d'une manière générale. Où est-ce qu'on reçoit les parents à l'école ? Est-ce qu'il y a un lieu qui est dédié pour cela ? Très souvent, on les reçoit dans les salles de classe, ce qui leur a pas forcément laissé toujours de très bons souvenirs. Chez les petits, on les reçoit sur des chaises, ils ont les genoux qui touchent le menton. Donc, on les reçoit pas bien. Dans n'importe quelle administration, aujourd'hui, il y a quand même eu des progrès considérables qui ont été faits. On est reçu, on est bien accueillis. Est-ce que non, je trouve que les parents sont assez mal accueillis. Donc, je pense vraiment qu'il y aurait un effort de l'école, d'abord, de façon à faire en sorte qu'ils soient mieux reçus. Mais en revanche, là encore, il y a des choses qui sont pas négociables. D'un côté, il faut beaucoup mieux les accueillir, mais de l'autre, il faut très clairement poser les limites de ce qui n'est pas négociable. Une note, ça n'est pas négociable. Aujourd'hui, une note, à peine la note est-elle posée, qu'il y a déjà le parent qui envoie un mail à l'école pour dire non, il a eu 12 et il méritait 14. Non, la note, c'est l'évaluation du professeur. La sanction, et d'ailleurs la sanction, il faudrait aussi peut-être arrêter de faire en sorte que ce soit les enseignants qui sanctionnent ou qui punissent. Non, la sanction, il faut que ce soit une décision strictement du chef d'établissement. Cette idée des punitions qu'on garderait comme ça, non. La punition ou la sanction, c'est une décision de l'administration. Elle n'est pas plus contestable qu'une amende parce qu'on a dépassé les limitations de vitesse. Donc, vous voyez, là aussi, il faut arrêter de considérer que tout est négociable, ce qui n'est pas. Alors, effectivement, il appartient aux parents d'avoir des comptes, de demander des comptes à l'école sur les conditions de sécurité de leurs enfants. Ça, absolument. Mais en revanche, ce qui relève de la pédagogie, ce qui relève de l'enseignement, ça n'est pas négociable. Il y a un rapport de l'inspection générale qui avait montré que les contestations, elles étaient aussi des contestations portant sur le contenu des enseignements. Ah, mais je veux pas qu'on enseigne ceci ou cela à mon enfant. Non, tout cela, ça n'est pas négociable. Donc là encore, il y a
bien cerner ce qui peut être négocié et ce qui ne doit pas l'être. On parlait tout à l'heure aussi d'une forme de harcèlement vis-à-vis des professeurs. Vous citiez là à l'instant de 2 cas quand même l'année dernière de professeurs qui se sont fait insulter. Quand même aussi un vrai sujet aujourd'hui et pareil pour avoir quand même pas mal d'amis qui travaillent dans l'enseignement supérieur et au collège, lycée. C'est vrai que j'imagine que ça arrive peut-être moins en primaire, mais on a quand même des enseignants qui sont assez démunis franchement face à ces choses-là, qui ne savent pas comment les gérer, je pense, et puis qui souvent eux-mêmes le vivent très mal. Et pour citer quelques exemples concrets, moi j'ai pas mal de mes amis qui soit ont fait des dépressions, soit ont dû quitter l'enseignement tellement ils n'arrivaient pas à gérer l'école et au point où ils me disaient je fais plus de l'enseignement aujourd'hui, j'essaye simplement d'arrêter un brouhaha ou un vacarme constant et de juste mettre des règles. Et comme effectivement, alors dans leur cas ils mettent un petit peu trop peut-être la faute sur les parents, mais ils disent les parents en fait ne me soutiennent pas, du coup je me retrouve dans une situation complètement insoluble. Est-ce que c'est des phénomènes que vous observez? Enfin, je pense qu'il y a un vrai sujet quand même. C'est toujours ce même sujet de l'autorité, mais qui fait que les enseignants sont assez démunis. Il y a plusieurs points. Il y a le fait que les enseignants sont démunis, d'abord parce qu'ils n'ont pas été formés. Et là, il y a une responsabilité absolument phénoménale des centres de formation des enseignants. Enfin, leur a-t-on appris à comment réagir face à une insulte? Leur a-t-on appris à réagir face à une incivilité? N'importe quel professionnel travaillant en relation avec le public dispose de protocoles. On a expliqué à une hôtesse d'accueil dans un hôtel ou à une caissière de supermarché, on lui a expliqué quel était le protocole à suivre où il était face à une situation de ce type. À l'école, non. Pourtant, on sait bien que les chiffres sont là, c'est un risque réel, et on les a jamais, on leur a pas donné de protocole, on leur a pas donné de guide pour réagir. Là, il y a une responsabilité gigantesque. Deuxièmement, il y a ces classes avec du brouhaha. Il y a ces classes dans lesquelles il y a du bruit, des bavardages incessants, un désordre. Alors là, on a développé, moi je me suis inspiré de la méthode de la préoccupation partagée, on a développé un protocole pour lutter contre les classes difficiles, pour intervenir dans les classes difficiles. On s'inspire exactement de la préoccupation partagée, c'est-à-dire qu'on constitue un groupe d'élèves de la classe, et on les place en situation d'être, on est inquiet, on n'est pas inquiet pour les profs, on est inquiet pour la classe, on est inquiet pour vos résultats. Vous voyez ce qui se passe, ça va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on place les élèves en situation de trouver par eux-mêmes une solution au problème de ces classes difficiles. Oh, c'est pas magique, c'est pas une baguette magique qui va transformer une classe difficile en une classe agréable. N'empêche que l'élève chahuteur, il est comme l'élève harceleur. S'il participe au chahut, c'est pas parce qu'il est pervers ou qu'il a envie de détruire l'école. C'est parce que il s'ennuie un peu et puis il fait comme les autres, surtout. Donc on les place tout à coup. Ils sont plus la difficulté, ils sont porteurs de la solution. Et ce protocole, on l'a développé pas autant que la préoccupation partagée, mais on a toute une académie actuellement, l'académie de Nancy-Metz, qui le développe à titre expérimental avec un certain succès. Jean-Pierre, je vous remercie 1000 fois d'avoir partagé autant de choses avec nous sur ce thème. Avant qu'on rentre dans la deuxième partie de l'interview, je vais vous poser des questions un tout petit peu plus personnelles. Ça va durer encore un petit quart d'heure. Je voulais quand même vous demander si vous aviez un dernier message fort, ou pas d'ailleurs, à faire passer sur ce sujet du harcèlement, de l'intimidation et puis de l'autorité à l'école aux personnes qui nous écoutent. Oui, le vrai danger aujourd'hui, c'est le cyberharcèlement. Autant le harcèlement en face à face, je suis absolument convaincu que si on s'engage, si on arrive à créer une équipe par établissement, oui, on s'en sortira. Le harcèlement sous forme numérique autorise des choses qui ne sont pas possibles dans la vie en face à face. Et il y a une solitude de la victime de cyberharcèlement qui se trouve parce que ce n'est pas forcément visible de l'extérieur en plus. Voilà.
Donc là, je pense qu'avec avec les téléphones portables, avec les réseaux sociaux, on a ouvert une espèce de boîte de Pandore. Je ne sais pas si on va arriver à réguler tout cela. Alors sans doute, il y a toute une réflexion qui commence à s'organiser. Mais pour moi, vraiment, le cyberharcèlement, c'est le danger. Je pense que vraiment, il faudrait que les parents soient aussi très attentifs à ce que font leurs enfants en ligne. Là encore, n'imaginons pas que le monde du numérique, c'est un monde qui appartiendrait aux adolescents et dans lequel les parents n'auraient rien à faire ni rien à dire. Non, c'est les laisser en face de dangers absolument gigantesques. Et parmi à l'intérieur du cyberharcèlement, je crois que la forme la plus terrible du cyberharcèlement, il se trouve que c'est Bertrand Gardet et moi qui l'avons fait connaître en France il y a un peu plus de 10 ans. C'est ce qu'on appelle le sexting ou les nudes, c'est-à-dire ces photographies dénudées ou à caractère sexuel qui sont volés ou qui sont par trahison passent d'un portable à l'autre. Là, il y a d'authentiques dangers. Il y a principalement des jeunes filles qui se sont retrouvées dans des situations extrêmement douloureuses. Donc là encore, il faut être extrêmement vigilant à toutes ces choses. Et une fois qu'on a identifié qu'il y a potentiellement un problème avec son enfant, soit qu'il fait partie d'un groupe où il harcèle, alors même si une fois de plus, c'est pas forcément d'intention, etc., mais bon, il fait partie de ce groupe, il s'est pas embarqué dans le groupe, soit quand on a un enfant qui en souffre, là encore, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent ou en tant qu'adulte quand on observe une situation comme ça? Là encore, alerter l'école. Si ceux qui participent au brimade font partie de l'école, donc on pourra utiliser la méthode de la préoccupation partagée. Mais au moins, on pourra, alors lorsqu'on ne connaît pas, parce que c'est ça le gros danger du cyberharcèlement, c'est qu'on ne sait pas forcément qui sont les auteurs. Ils peuvent être, alors vraiment, il y a ce qu'on appelle le flaming, c'est-à-dire cet effet de meute, cet effet de masse où quelqu'un se fait littéralement incendier, agonir d'injures en très peu de temps. Donc, ces jeunes gens ont besoin d'un soutien, donc ils ont besoin du soutien de leur famille, bien sûr, ils ont besoin du soutien du soutien de l'école, et puis peut-être qu'il faut aussi faire en sorte du côté de la famille que l'enfant prenne ses distances vis-à-vis du groupe. Il faut arriver à débrancher, il faut arriver à faire des pauses numériques, obligé d'être connecté à 100% et tout le temps. Des sujets complexes en effet. Pour arriver sur la deuxième partie de l'interview, comme je disais, et la dernière, je pose à chaque fois à mes invités des questions qui sont toujours les mêmes, ce que j'appelle mon crible. La première de ces questions, Jean-Pierre, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie personnelle ou professionnelle un grand échec dont vous pourriez me parler, pas vraiment pour avoir cet échec, mais plutôt pour comprendre quels enseignements vous avez réussi à en tirer pour votre vie personnelle et qui pourraient du coup être partagés avec l'audience. Des échecs, je ne sais pas, mais des moments de découragement, des moments de lassitude, oui. Et je dirais qu'avec Bertrand Gardet, dans les années 2000, on a traversé beaucoup. Parce que vous n'arriviez pas à vous faire entendre? Ah oui, parce que vraiment, seul contre tous, on essayait de faire reconnaître la réalité du harcèlement face à, je pense en particulier, un certain nombre d'auteurs en France qui avaient beaucoup plus de notoriété et qui disait très clairement que ça n'existait pas, ou que en parlant on faisait exister le phénomène. Là oui, on s'est senti vraiment très seul. Mais ça a duré combien de temps cette période pour qu'on comprenne, parce que je pense que les gens se disent voilà, c'est pas court quoi, 10 ans c'est quand même. Ça a duré 10 ans, parce que moi je commence à travailler sur ces questions en 2000, je rencontre Bertrand Gardet en 2002, et le harcèlement sera reconnu par les pouvoirs publics en décembre 2010. Vous avez envisagé de laisser tomber? Ah oui, plus souvent. Et heureusement qu'on était deux, parce que au fond on s'est encouragé. Mais vraiment l'enseignement que j'en ai retiré, c'est qu'il faut jamais lâcher, quoi. On vous chasse par la porte, faut revenir par la fenêtre, quoi. Ça c'est vraiment l'enseignement que j'en ai retiré. Oui. Parce que vous saviez quand même que vous aviez trouvé quelque chose d'important. Donc vous aviez cette. Et puis aussi parce qu'il y avait ce qui a fait en sorte que nous n'avons jamais abandonné, c'est le témoignage des victimes. Parce qu'on était très souvent invités par les chefs d'établissement pour rencontrer les élèves. Et immanquablement, à la fin de chacun ces rencontres, il y avait un élève qui nous trouvait, qui nous disait « j'ai quelque chose à vous dire ». Et on a recueilli comme ça ces témoignages d'élèves. Donc vraiment, ce qui a fait qu'on n'a pas abandonné, c'est parce qu'on avait tous ces témoignages d'élèves qui nous disaient, en quelque sorte, mais nous ne nous abandonnez pas. Et qu'est-ce qui fait que vous avez tout d'un coup, entre guillemets, au bout de 10 ans, tout d'un coup, c'est pas vraiment tout d'un coup, été entendu? Je ne sais pas.
Il s'est passé quelque chose de très curieux en France, c'est-à-dire l'inverse de ce qui s'est passé dans tous les pays étrangers. Dans tous les pays étrangers, ce sont les chercheurs qui ont attiré l'attention des politiques pour leur dire attention, il faut s'occuper du harcèlement. En France, c'est l'inverse. C'est un ministre, c'est Luc Châtel, qui a tapé sur l'épaule d'un chercheur en disant il faudrait peut-être s'occuper de la question du harcèlement. C'est très curieux. En France, c'est la politique qui a renversé les choses. Pourquoi, je n'en sais rien. On s'était toujours dit ça avec Bertrand Gardette, on s'était dit un jour ou l'autre, il y a un politique qui, par son passé, par sa famille, par son histoire, sera concerné et fera bouger les choses. C'est ce qui s'est produit. S'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous auriez envie de refaire différemment? Vous savez, moi je pense comme Descartes, qui m'a beaucoup influencé, que une fois qu'on a fait de son mieux, ce qui manque de nous réussir, ça reste impossible. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? J'aurais certainement pu faire mieux. Probablement, ça aurait peut-être permis que le harcèlement aurait été reconnu plus tôt. J'aurais probablement pu faire mieux dans ma vie professionnelle en tant que professeur de philosophie. Peut-être qu'il y a des élèves que je n'ai pas suffisamment réussi à aider. Peut-être, c'est possible. Après, oui, je pense qu'il faut vraiment faire de son mieux concernant les petites choses. Et après, ma foi, le reste, c'est que ça pouvait pas se passer autrement. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous trouvez beau dans la vie, soit au sens métaphorique, je sais pas, d'un comportement, ou au contraire, tout à fait bassement esthétique? Dès l'instant où c'est esthétique, ça ne peut pas être bas. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a certains morceaux de musique que je peux encore écouter en boucle sans me lasser. Je pense au deuxième concerto de Rachmaninoff quand il est joué par Alexandre Tarot. C'est absolument magique. Je peux l'écouter, oui, en boucle sans me lasser. Oui, je crois qu'il y a certaines émotions esthétiques qui sont irremplaçables. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous irrite? Qu'est-ce que vous n'aimez pas observer? Qu'est-ce que vous trouvez laid? Ce qui m'irrite, surtout dans le monde contemporain, c'est la tyrannie des bien-pensants. C'est cette espèce de façon qu'ont certains nouveaux censeurs de vouloir régenter la vie et surtout la pensée des individus. Ah oui, alors là, cette espèce de tyrannie là encore, c'est un effet de groupe, hein. C'est très clairement un effet de groupe. Et que les réseaux sociaux amplifient, bien sûr. Que les réseaux sociaux amplifient. Alors, n'essayons pas de répondre sur Twitter ou sur X. Là, pour le coup, les bordées d'insultes, on les reçoit. Oui, il y a une tyrannie de la bien-pensance qui est en train de s'installer aujourd'hui, moi, qui mérite énormément. Sans rentrer trop, si vous ne voulez pas rentrer dedans, mais je serais quand même curieuse de creuser un peu ce sujet. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par une tyrannie de la bien-pensance? Est-ce que vous aurez peut-être des exemples concrets? Parce que personnellement, c'est un sujet qui me parle beaucoup, et je pense qu'elle parle aussi à cette audience, qui est une audience constituée plutôt de personnes avec, je crois, un certain esprit critique ou une forme de discernement. Et je pense voir ce que vous voulez dire, mais je serais curieuse de comprendre un petit peu mieux. Mais c'est bien le paradoxe de l'époque. Jamais il y a eu autant de gens à l'école et jamais il y a eu autant de conformisme. Cette espèce de tyrannie de la majorité. Aujourd'hui, on la voit. Enfin, penser, c'est penser librement. Penser, c'est essayer de creuser un chemin, un sillon. C'est essayer, à travers ce qu'on dit et ce qu'ont pensé les autres, essayer de construire sa propre voie. Alors, il y a des fois on est d'accord avec les autres, et puis il y a des fois on n'est pas d'accord. Mais c'est pas la fin du monde parce qu'on n'est pas d'accord. Je veux dire qu'on n'a pas besoin de recevoir en meute la réprobation de tout le monde au motif qu'on avancerait une idée qui n'est pas à la mode, qui n'est pas dans la tendance du moment. Non, moi je suis vraiment effrayé par le conformisme contemporain, une espèce de pensée moutonnière, et le fait que lorsqu'on dit quelque chose qui n'est pas dans la norme, ça choque, ça heurte. Mais penser, c'est choquer nécessairement. Je vois le professeur de philosophie qui a réapparu. Oui, tout à fait.
Mais je trouve ça très intéressant. Pour tout vous dire, une des valeurs qui me parle le plus, c'est l'indépendance d'esprit, la liberté de penser. Et c'est vrai que je pense qu'on peut y mettre beaucoup de choses, mais je vois complètement ce que vous voulez dire, au point où même moi, qui ai plutôt une certaine indépendance d'esprit, je sais que certaines choses sur les réseaux sociaux feraient tellement débat que je m'évite de dire ce que je pense, parce qu'en fait sinon je vais me prendre un cataclysme, si vous voulez, de messages négatifs, de personnes qui disent comment oses-tu, etc. C'est ça. Au point où beaucoup de personnes n'osent plus s'exprimer. Alors on parle pas de sujets en plus, je veux dire, ça reste quand même des sujets qui sont des sujets simples, je veux dire, et qui ne sont pas des sujets avec des enjeux de vie ou de mort. Mais je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Et d'ailleurs, ça me fait réagir parce que je me demande comment on pourrait essayer d'utiliser les techniques de la préoccupation partagée, puisque finalement on est face au même type de phénomène de groupe qui s'acharnent contre une personne dans un cas particulier parce qu'elle aurait dit quelque chose, et où il est très difficile d'en sortir, et ça peut être très humiliant. Et j'ai déjà vu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui en ont beaucoup souffert. L'enjeu, c'est de réindividualiser chacun. C'est vraiment faire en sorte que chacun puisse penser, s'exprimer, en tenant compte bien sûr de ce que les autres ont dit, mais en creusant, là encore une fois, son chemin. Non, c'est vraiment l'enjeu de notre temps, avec un paradoxe gigantesque qui est qu'on a mis beaucoup de gens à l'école, et j'ai peur qu'il n'en ait pas retenu grand-chose. Et je pense qu'il y a une vraie responsabilité individuelle, exactement comme chaque élève qui, parfois d'une manière insidieuse, soutient un comportement d'harcèlement de groupe parce qu'en fait il en fait partie, et qui se dit finalement, ou même s'il voit que c'est mal et que ça fait souffrir la personne, ne se sent pas responsable. Et la préoccupation partagée remet de l'humain finalement, parce que fait se rendre compte que oui, on peut agir et on peut aider cette personne qui est en souffrance. Je pense que chaque personne derrière son ordinateur qui parfois voit des comportements déplacés devrait aussi se dire moi aussi je peux sortir du lot, et moi aussi je peux aider, je peux contribuer à dire, de la même manière que quand on voit quelqu'un dans la rue en train de se faire embêter, on peut agir en fait individuellement. Et c'est vrai que c'est très difficile d'aller contre ces phénomènes de lâcher prise, mais au final c'est très important. Il n'y a pas de fatalité là-dedans. Il n'y a pas de fatalité aux effets de groupe. On peut les renverser. On peut les modifier. Ça devient de plus en plus difficile parce que les réseaux sociaux sont là comme étant un lieu du conformisme par excellence. Il n'y a pas de fatalité. Non, je pense qu'il faut obstinément continuer à réindividualiser chacun. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas qu'est-ce que le groupe pense, c'est ce que toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça devrait être l'enjeu de la philosophie. Ça devrait être cela, bien sûr. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation qui vous tient particulièrement à cœur, que vous pourriez partager avec nous, peut-être que vous répétez de temps en temps, qui vous a touché à un moment dans votre vie, qui compte pour vous? Ah oui, c'est du latin, ça sapere aude. Ose penser, ose penser par toi-même, ose te servir de ton propre entendement. C'est la maxime que Kant attribue aux Lumières. Et je crois qu'elle est plus que jamais d'actualité. Une croyance qui est controversée. Alors vous me l'avez déjà un peu dite, c'est une question que j'aime bien, justement pour aller un peu contre cette bien-pensance qui nous entoure en permanence. Mais l'idée, c'est de se dire, vous avez une opinion et vous constatez que la presse, les médias, les réseaux sociaux, le monde autour de vous, en somme, ne la partage plutôt pas. Qu'est-ce que ça pourrait être, Jean-Pierre ? Je pense que moi, il y a les questions de l'uniforme à l'école. J'entends de toutes parts une espèce d'unanimité qui consiste à dire mais ça va tout régler, ça va. Moi, je reste obstinément contre. Je pense que c'est pas du tout le sujet. Et alors justement, il y a des moments où je suis en train de me dire que je me laisse contaminer par la pensée dominante, et je me dis finalement peut-être que. Et puis après je reviens en arrière parce que je me dis c'est pour de très mauvaises raisons. C'est pour de très mauvaises raisons, parce que je pense que jour ou l'autre on finira par y être contraint. Par la poussée des communautarismes qui veulent absolument imposer certaines tenues à l'école. Mais je pense vraiment que le
le fait d'abord, les enquêtes internationales montrent que ça ne change rien du point de vue du point de vue du climat scolaire, ou bien c'est installé dans le contexte par une tradition, et ça a du sens. Et quand on a essayé de l'installer, ça n'a absolument rien changé. Et puis vouloir à tout prix que les jeunes gens s'habillent tous pareil, moi je vois pas bien l'intérêt. Je préférerais très franchement qu'on leur suggère de s'habiller bien. Je leur conseillerais moi d'avoir une certaine élégance à l'école, et aux professeurs aussi. Je pense qu'il serait quand même extrêmement intéressant que les professeurs s'habillent bien. Alors vous dites ça sur les réseaux sociaux, vous en ramassez plein la tête. Ouais, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des choses comme ça. De la même manière qu'on parlait tout à l'heure de la politesse, une école agréable, comme un lieu de travail agréable, c'est un endroit dans lequel on dit bonjour, au revoir, merci. C'est aussi un lieu dans lequel on s'habille bien, dans lequel il y a un souci de l'élégance, un souci de la courtoisie. Je pense que toutes ces choses sont essentielles. Ce qu'on appelait jadis la politesse, tout simplement. Encore 2 questions pour vous, Jean-Pierre. Celle-ci, c'est est-ce que vous avez un sujet sur lequel vous avez déjà changé d'avis, qui vous viendrait à l'esprit, que vous pourriez nous expliquer? Oui, alors, je me demande si je suis pas en train de changer d'avis sur la question sur la question de l'uniforme. Ce que j'ai changé d'avis, non, je pense que c'est plutôt le monde qui a changé. Et je pense que ce qui fait l'intelligence, c'est de savoir en permanence s'adapter. Donc, je pense être à peu près rester dans la même logique, dans la même idée, qui a quand même toujours été du jour où je suis rentré dans l'éducation nationale, de prendre soin de mes élèves, de les mener le plus loin possible. Sans doute, ce que j'écris aujourd'hui sur l'autorité, je ne l'aurais pas écrit il y a 30 ans. Sans doute qu'il y a 30 ans, j'aurais davantage favorisé une certaine liberté dans les mœurs et dans les façons de faire, mais je pense que c'est plutôt le monde qui est en train de changer, qui me fait moi-même changer. Et la dernière question pour vous, qui j'espère vous plaira, c'est une question sur les livres. Donc moi-même, je suis littéraire de formation, comme vous, je crois, et j'ai une passion pour la lecture, et donc je serais très curieuse de savoir quels sont les livres, les quelques livres, 1, 2, qui vous ont profondément marqué, qui vous ont fait profondément réfléchir. Vous me parliez de Descartes, qui vraiment vous ont accompagné à des moments de votre vie. Je serais curieuse de savoir lesquels et pourquoi. Alors Descartes m'a accompagné toute ma vie, ça c'est très clair. Hein. Du jour où j'ai dû lire le discours de la méthode assez jeune d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas cessé de m'accompagner. J'ai vraiment un peu l'impression qu'il est derrière moi tout le temps. Donc ça c'est et qu'il m'a au fond appris à penser librement et à penser contre le monde, contre l'opinion commune, c'est ça, j'allais vous demander qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans sa philosophie? Oui, ce côté cavalier solitaire. Je trace mon chemin. Je pense, et quel que soit tout ce qui peut s'opposer à moi, je continue mon chemin. Il y a cette obstination dans la morale de Descartes, dans le discours. Il y a un passage dans lequel il dit au fond le voyageur qui est perdu en chemin, qui est perdu dans un bois, il y a toujours deux façons de réagir. Il y a celui qui va tourner en rond, il va se dire tiens c'est peut-être par là, non c'est peut-être par là, il sortira jamais du bois. Et puis il y a celui qui avance tout droit et qui dit quoi qu'il arrive j'en sortirai. Et je pense que cette fermeté, cette résolution, c'est vraiment quelque chose qui m'a tout le temps accompagné. Et puis dans les plus proches, plus contemporains, je pense qu'il y a une rencontre, alors qui est un peu plus tardive, mais qui était essentielle, c'est la lecture de René Girard. Là, moi, il m'a appris, il m'a fait comprendre les mécanismes à l'œuvre dans toute société, dans tout groupe humain, le mécanisme de la rivalité mimétique, et je m'en suis énormément servi pour
moi-même théorisé la question du harcèlement. Curieusement, René Girard a tout dit, tout ce qui peut nous permettre de comprendre le harcèlement, il l'a évoqué. J'ai appris par son biographe, Benoît Chantre, que il avait lui-même été victime de brimades quand il était à l'école. Et après, il sera auteur de Chahut. Donc, il a vraiment perçu de l'intérieur, compris de l'intérieur la violence des groupes. Et oui, il y a un ouvrage en particulier de René Girard qui vous a marqué? Il y a le bouc émissaire, bien sûr, qui est essentiel. Et puis, il y a un petit livre qui est une série d'entretiens, daté de 1993 ou 94, qui s'appelle « Quand ces choses commenceront ». C'est un texte qui est très court, très bref. Quand ces choses commenceront. Quand ces choses commenceront, oui. Et qui est absolument décisif. Si j'avais vraiment un conseil à donner, c'est pour rentrer dans la philosophie de René Girard sans aborder les livres très complexes comme La violence et le sacré ou le bouc émissaire, c'est vraiment ce petit livre, je crois, est absolument essentiel. Je pense que c'est un auteur qui a tout lu. Jean-Pierre, je vous remercie 1000 fois pour tout ce que vous avez partagé avec nous. C'était absolument passionnant. C'était généreux de votre part. J'espère vraiment que les personnes qui nous ont écoutés vont aussi peut-être prendre un peu de hauteur par rapport à notre discussion sur cette notion d'indépendance d'esprit, sur cette notion de pensée libre, d'oser penser libre, comme le dirait Descartes. Et je vous remercie 1000 fois d'avoir osé partager justement tout ça avec nous. Je pense que ça fait du bien et je vous remercie de ne pas avoir gardé ça pour vous. C'est pas toujours facile et donc j'espère que les personnes qui nous écoutent s'en rendent compte et vont soutenir votre travail, votre pensée, parce que vous avez fait énormément de bien à beaucoup de jeunes gens et certainement de parents également et de professeurs. Donc merci, je voulais prendre ces quelques instants pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait. J'ai passé un petit peu de temps à lire votre biographie, enfin mon équipe en fait m'avait préparé un certain nombre de pages sur vous et j'ai été vraiment touchée et impressionnée par tout ce que vous avez fait sur toutes ces années. J'ai vraiment l'impression, comme vous l'avez dit, que tel Descartes, vous n'avez jamais failli à votre résolution d'aider ces jeunes qui sont dans la souffrance. Donc pour ça, je voulais vous remercier, même si c'est pas forcément ma place de le faire, mais juste parce que de temps en temps, il faut quand même remercier les gens qui font du bien à notre pays. Donc merci Jean-Pierre. Merci beaucoup, merci. C'est une conversation très très agréable. Merci. Merci à vous et peut-être un dernier point pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus, vous suivre, peut-être soutenir davantage votre travail. Quel est le meilleur moyen de soit vous contacter, soit contacter les équipes avec lesquelles vous travaillez? On a un site internet, centreresis.org, sur lequel on trouve toutes nos actualités, tout ce qu'on fait. On a un bulletin d'information. On peut lire tous ces bulletins sur notre centre. On en fait à peu près 6 par an, donc c'est voilà. Oui, par le site internet, bien sûr. Donc c'est Centre Resis, RESIS. Voilà. Je mettrai bien sûr le lien. Et je vous remercie 1000 fois pour votre temps, Jean-Pierre. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi.